L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de Son Excellence Susilo Bambang Yudhoyono, président de la République d'Indonésie. Je demande au service du protocole d'accompagner Son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à Son Excellence Susilo Bambang Yudhoyono, président de la République d'Indonésie. Et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu le clément et miséricordieux, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense privilège d'être à nouveau devant vous, devant cette auguste assemblée. Ce sera ma dernière fois, car mes 2 mandats en tant que président de l'Indonésie arrivent à leur terme. Je ne saurais être davantage d'accord avec le thème choisi pour cette session. Réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après 2015. Un thème qui correspond parfaitement au travail du groupe de haut niveau que j'ai eu l'honneur de co-présider. Au cours des 15 dernières années, la communauté internationale a embarqué dans un projet ambitieux pour l'humanité, les objectifs du millénaire pour le développement. Notre dur labeur au cours de ces années a permis de faire des avancées considérables dans la lutte contre la pauvreté, la scolarisation et l'amélioration de la santé publique. Des avancées qui sont encourageantes et parfois qui servent de source d'inspiration. Mais l'humanité dans son ensemble n'a pas réalisé l'ensemble des cibles des OMD. Les avancées sont inégalement réparties. Les résultats varient selon les régions, au sein même des régions et même au sein des pays. Nous avons parcouru un long chemin, mais nous sommes encore loin du compte. Pour ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas encore réussi, une seule leçon prévaut. Le facteur le plus important de changement est lié à la gouvernance. Et il ne s'agit pas seulement de bonne gouvernance, mais de gouvernance intelligente, ce qui implique une participation publique active et des moyens de direction innovants. Ces 2 éléments sont indispensables. Sans eux, notre travail ne produira pas les résultats escomptés. Grâce à la gouvernance intelligente, les pays peuvent se dépasser et dépasser les autres. En Indonésie, nous n'aurions jamais pu imaginer pouvoir accroître notre revenu national par habitant de 400%, et ce, en une décennie seulement. Au cours des 15 dernières années, le combat pour les OMD a également renforcé notre croyance dans la nécessité de partenariats plus solides. Il y a eu bien sûr beaucoup de choses, mais au sein de l'OMC, dans le cadre du climat post-Kyoto, dans la réforme de l'architecture financière mondiale, dans la réforme des Nations unies et dans d'autres processus, les progrès ont été douloureusement lents. Alors que nous mettons au point aujourd'hui un nouveau programme mondial pour le développement, je pense que nous pouvons apprendre de nos erreurs et être davantage conscients des promesses que recèle le développement et des pièges auxquels nous risquons de nous heurter. Ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas que le développement se concrétise en une amélioration des conditions matérielles seulement. Cela finirait par déshumaniser et marginaliser nos citoyens. Ce que nous voulons, c'est un développement durable avec une garantie d'équité.
Mais l'importance de notre travail va bien au-delà du développement, car nous sommes aujourd'hui confrontés à un autre problème majeur. Nous assistons en effet à une détérioration inquiétante des relations entre les principales puissances. Aucun d'entre nous, et certainement pas les Nations Unies, ne peut se permettre d'adopter la politique de l'autruche face à cette situation. Il s'agit là d'une évolution alarmante. Pendant plus de 2 décennies, depuis la chute du mur de Berlin, en fait, le monde a connu en effet une évolution positive des événements, ce qui a permis d'élargir les possibilités tant stratégiques qu'économiques, ce qui est fondamental. Ainsi, les échanges mondiaux ont atteint 23 000 milliards de dollars. Multiplié par 6 depuis la fin de la guerre froide en 1990. La croissance a été la plus forte pendant la période qui coïncide avec les OMD, entre 2000 et 2013. Elle a été 1,5 fois plus rapide que pendant les 2 décennies précédentes. Pour ce qui est des investissements mondiaux, la valeur de ces investissements s'est élevée à près de 1,5 000 milliards de dollars en 2013, augmentant ainsi de 7 fois depuis 1990. En Asie du Sud-Est, l'évolution géopolitique positive nous a permis de mettre sur pied un cadre de coopération solide qui a conduit à la mise en place du sommet de l'Asie orientale, une vision pour la communauté de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, une charte progressive pour cette association des nations de l'Asie du Sud-Est et un forum régional. L'Indonésie aussi a noué des partenariats stratégiques avec de nombreuses grandes puissances et avec des puissances émergentes aussi. Madame la Présidente, je constate aujourd'hui que la communauté internationale est préoccupée par un éventuel retour à la guerre froide. Les relations entre les grandes puissances se détériorent, alimentées par des suspicions mutuelles. Des relations autrefois stables, marquées par la coopération, sont aujourd'hui tendues, ce qui ne bénéficie à personne. Par conséquent, nous ne devrions pas laisser ces situations se perpétuer. Les grandes puissances, et nous tous d'ailleurs, avons une obligation, celle de travailler ensemble pour résoudre les principales questions de notre époque. Pour n'en citer que quelques-unes, nous devons mettre un terme aux souffrances des Palestiniens à Gaza et dans le reste du territoire occupé. Nous devons faire en sorte que la solution à 2 États se concrétise, solution qui reste encore lointaine. Nous devons aussi résoudre le conflit en Ukraine qui perturbe les relations entre la Russie et les pays occidentaux. Et nous devons aussi trouver une solution efficace et durable au conflit en cours, tant en Syrie qu'en Irak. Pour y parvenir, il faut se résigner à une adaptation mutuelle. Nous devons adopter une attitude visionnaire pour que prévalent sur le jeu à somme nulle les coopérations mutuellement profitables. La diplomatie doit avoir le dessus. Le manque de confiance doit être remplacé par des possibilités de coopération stratégique et des mesures de renforcement de la confiance. C'est pourquoi il ne suffit pas d'appeler à une coexistence pacifique. C'était suffisant peut-être au XXe siècle, mais au XXIe siècle, nous devons faire davantage. Nous devons faire en sorte que les puissances mondiales travaillent ensemble pour favoriser la coopération stratégique et résoudre les problèmes mondiaux. Il ne s'agit pas de simplement coexister dans la paix. Il faut que le manque de confiance, comme je l'ai dit, devienne une confiance stratégique, une confiance nouvelle, non pas seulement entre les pays, mais aussi avec, non pas seulement entre les grandes puissances, mais aussi avec les puissances émergentes et avec les Nations Unies dans leur ensemble. Est-ce possible? Je dirais oui. Oui et 3 fois oui. Et c'est ce qui a pu se produire dans l'Asie du Sud-Est. En effet, dans la deuxième moitié des années 60, les nations de l'Asie du Sud-Est étaient pauvres, divisées, menacés par une guerre qui sévissait dans leur voisinage. Ils ne connaissaient rien les uns des autres. Après des siècles de séparation
coloniale. La mise en place de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est a permis aux pays de la région d'intensifier le dialogue et la consultation les uns avec les autres et d'apprendre à se faire confiance. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que les 10 nations de l'Asie du Sud-Est, autrefois divisées, appartiennent à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Ensemble, nous sommes les facteurs de notre propre développement. Nous menons nos propres affaires. Nous sommes maîtres de notre propre destinée. Des questions épineuses, interétatiques et intraétatiques ont pu être résolues. Ceux qui restent en suspens le seront bientôt par le biais du dialogue et des négociations. Et l'interdépendance économique est aujourd'hui la norme. Mais ce n'est pas tout. L'Asie du Sud-Est est sur le point de devenir une véritable communauté. Et pour nous, c'est la culmination de notre confiance stratégique. Nous espérons que cela pourra être reproduit partout ailleurs. La culture de la paix et de la coexistence à laquelle nous aspirons en Indonésie et dans les régions de la NAS est l'antidote au poison des préjugés fondamentalistes et de l'intolérance profonde telle que pratiquée par le groupe terroriste connu de tous en Irak et en Syrie, qui se dépeint comme étant un État islamique. L'idéologie de l'EIL trahit les préceptes véritables de l'islam, car l'islam est une religion de la paix. Cette idéologie nuit à la nation islamique, à l'Oumma islamique dans le monde entier. Monsieur le Président, ce fut un honneur de forger des liens plus étroits entre l'Indonésie et toutes les nations représentées au sein de cette Assemblée des Nations Unies. Je dois reconnaître avec le recul qu'il demeure énormément de difficultés en Indonésie qu'il faut encore résoudre. Certains de nos efforts sont sur la bonne voie néanmoins. Dans un monde qui doit combattre le changement climatique, qui en ressent les effets, nous sommes en train d'appliquer vigoureusement un moratoire sur la déforestation, ce qui constitue une contribution importante de notre part en faveur de la réduction des émissions de carbone. Dans un monde marqué par les instituts économiques, nous avons augmenté, comme je l'ai dit, notre PIB par habitant de 400% en 10 ans seulement. Dans un monde qui assiste à la résurgence de l'extrémisme, l'Indonésie continue de respecter scrupuleusement les valeurs de la liberté, de la tolérance, de la modération et du multiculturalisme qui sont à la base de notre nation. Dans un monde où les insurrections sont nombreuses, nous avons réussi à trouver une solution politique pacifique et permanente pour mettre fin à un conflit qui a duré 30 ans dans la province d'Aceh. Dans un monde où les transitions turbulentes sont également nombreuses, au Moyen-Orient notamment. Nous avons montré au monde, à notre peuple, qu'en Indonésie, la démocratie, l'islam, la modernité et les droits de l'homme vont de pair. Dans un monde souvent stigmatisé par son passé, l'Indonésie a ouvert un nouveau chapitre dans les relations pacifiques avec le Timor-Leste. Des relations qui reposent sur l'égalité et le respect mutuel. Et dans un monde où les conflits territoriaux se transforment souvent en guerre ouverte, l'Indonésie n'a cessé de résoudre pacifiquement un par un les conflits territoriaux maritimes avec le Vietnam, les Philippines et Singapour, entre autres. Madame la Présidente, notre expérience en Indonésie et celle de notre région, l'Asie du Sud-Est, montre qu'il est possible d'ouvrir la voie à un monde qui accueille le changement, qui n'est pas intimidé par le changement. Ce dont le monde a cruellement besoin aujourd'hui, c'est d'un esprit pionnier, de suffisamment d'audace pour briser toutes les frontières et créer de nouvelles frontières. Avec un tel esprit, je pense que l'humanité pourra surmonter les défis que représente le changement climatique, éradiquer la pauvreté et les injustices sociales, accélérer la reprise économique mondiale et créer une culture de la paix, toutes confessions confondues, y compris les confessions abrahamiques.
Et dans cet esprit, je l'espère, nous pouvons mettre fin au cycle de violence, de haine, de peur et d'humiliation qui ont rendu de nombreux conflits dans le monde destructeurs, qui ont perpétué ces conflits pendant des décennies et des siècles. Et je ne suis ni utopiste ni idéaliste en disant cela. Je comprends simplement les relations internationales. Je sais que nous pouvons, grâce à une volonté politique suffisante, faire de l'impossible quelque chose de possible. Comme nous le disons en Indonésie, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Quand on veut, on peut. Nous devons... Merci. Nous devons repousser les frontières du nationalisme pour ouvrir la voie à un nouveau monde, un monde où nous pourrons trouver des solutions aux questions nationales, régionales et mondiales en même temps. Un mondialisme où aucune nation ne sera laissée sur le bord de la route, où aucune nation ne dominera. Un monde où les droits seront protégés et les responsabilités assumées. Dans ce monde, les guerres seront impensables. L'on fait la guerre parce qu'il y a un jeu à somme nulle que jouent certains pays. Et dans ce jeu, le gagnant remporte tout et le perdant perd tout. Ce jeu où l'on est les uns contre les autres est un jeu qui doit cesser. Je souhaite conclure en disant qu'il est temps pour nous tous de construire un nouveau monde, un monde de paix, de prospérité et de justice, pour que chacun soit gagnant, en créant et en nourrissant le nouveau nous, un nouveau nous qui intégrerait tout le monde, qui ne laisserait personne de côté. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le président de la République d'Indonésie pour l'allocution qu'il vient de prononcer. J'invite les représentants à bien vouloir rester assis pendant que nous saluons le président.